Calculons maintenant le transfert de chaleur et le travail fait pour chaque évolution pour un gaz parfait. Dans la première évolution, qui est adiabatique et réversible, nous n'avons évidemment pas de transfert de chaleur et le travail se calcule comme un travail pour une évolution polytropique d'exposant K, où K a été défini déjà précédemment comme étant Cp sur Cv et est donné dans la table A8 des notes de cours. Pour la deuxième évolution, une évolution d'absorption de chaleur réversible et isotherme TH, le transfert de chaleur est égal au travail, et est égal à celui fait par une évolution isotherme, c'est-à-dire polytropique, ou plutôt une évolution PV égale constante. La troisième évolution étant encore une fois une évolution adiabatique et réversible, d'expansion, encore une fois pas de transfert de chaleur, et le travail est calculé selon la formule polytropique d'exposant K, telle qu'on a vu dans l'évolution 1. La dernière évolution, qui est une évolution réversible isotherme, encore une fois, le transfert de chaleur égale au travail fait par le système, qui est égal à une évolution PV égale constante. Le transfert de chaleur de 2 à 3 peut être associé à QH, qui est le transfert de chaleur du réservoir thermique de haute température vers le système. Le travail de 3 à 4 en fait, est égal à moins le travail de 1 à 2, ce qui est assez particulier pour un gaz parfait. Et pour finir, le transfert de chaleur de 4 à 1 peut être associé à moins QB, qui est le transfert de chaleur, en fait le rejet de chaleur du système vers le réservoir thermique de basse température. En résumé, on pourrait dire que la chaleur ne peut pas spontanément aller d'un réservoir thermique de basse température vers un réservoir thermique de haute température. Une machine thermique ne peut pas convertir toute la chaleur venant d'un seul réservoir en travail, c'est-à-dire que le rendement thermique est nécessairement plus petit que 1. Un cycle ayant des évolutions irréversibles est moins efficace qu'un cycle de Carnot entre les deux mêmes réservoirs thermiques. Et puis tous les cycles réversibles utilisant les mêmes réservoirs thermiques ont la même efficacité. Rappelons les propriétés des évolutions polytropiques pour un gaz parfait. Rappelons aussi qu'une évolution polytropique, c'est une évolution PV à la n égale constante pendant toute l'évolution, où n est un réel quelconque. Et donc évidemment, entre deux états, P1V1 à la n est égal à P2V2 à la n. Ce qui pourrait se traduire par une autre expression, P2 sur P1 est égal à V1 sur V2 exposant n. On a aussi une autre relation qui, elle, est vraie pour toute évolution, non seulement pour polytropique, mais aussi pour isobar, en fait n'importe quel type d'évolution, tant que la masse du gaz parfait est constante, on peut toujours dire qu'entre deux états, P1V1 sur T1 est égal à P2V2 sur T2. En utilisant ces deux expressions, on peut en obtenir deux autres. Par exemple, que T2 sur T1 est égal à V2 sur V1 exposant 1 moins N, ou encore une expression donnant les températures en fonction des pressions, T2 sur T1 est égal à P2 sur P1 exposant N-1 sur N. Maintenant, on va prendre ces propriétés-là et on va les appliquer au cycle de Carnot. Évidemment, on rappelle ici que pour un gaz parfait, une évolution adiabatique réversible est une évolution polytropique d'exposant K, où K est donné par Cp sur Cv. Regardons le rendement d'un cycle de machine thermique pour un cycle de Carnot. Rappelons que le rendement thermique est défini de façon générale comme étant 1 moins Qb sur Qh. Le rendement thermique étant représenté par la lettre grecque eta. Comme on l'a vu précédemment, Qh est égal à Q de 2 à 3, qui est égal à mRTH ln de V3 sur V2, et encore que Qb est égal à moins Q de 4 à 1, qui est égal à moins mRTB ln de V1 sur V4. Prenons ces deux expressions de ces deux transferts de chaleur et divisons-les. On obtient ceci. Donc Qb sur Qh serait donc égal à Tb ln de V4 sur V1 divisé par Th ln de V3 sur V2. Maintenant, regardons les deux évolutions adiabatiques. Pour chacune de ces deux évolutions adiabatiques, on a une relation entre les températures et les volumes. C'est-à-dire qu'on a pour la première que Tb sur Th est égal à V1 sur V2 à la 1 moins K, et pour la troisième, en réalité, on a que Tb sur Th est égal à V4 sur V3 à la 1 moins K. Ces deux expressions nous donnent que V1 sur V2 est égal à V4 sur V3, ou encore que V3 sur V2 est égal à V4 sur V1. L'égalité de ces rapports-là nous permet de simplifier les logarithmes dans le rapport précédent, ce qui nous donne que Qb sur Qh est égal à Tb sur Th pour un cycle de Carnot. Et
Pour un cycle de Carnot et seulement pour un cycle de Carnot, le rendement thermique est égal à 1 moins Tb sur Th. On rappelle évidemment que les températures doivent nécessairement, pour un gaz parfait, être exprimées en Kelvin. Calculons maintenant le rendement thermique pour un cycle de réfrigération de Carnot. Toujours avec l'expression qu'on vient de trouver, que QB sur QH égale à TB sur TH. Rappelons également que QH moins QB est égal à la valeur absolue de Wnet. N'oublions pas aussi que Wnet est négatif pour un cycle de réfrigération. Pour les réfrigérateurs, on avait trouvé que le coefficient de performance noté par la lettre bêta était égal à QB sur la valeur absolue de Wnet, qui est égal à QB sur QH moins QB. Et évidemment, pour un cycle de réfrigération réfrigérateur de Carnot, on pourrait dire que le bêta de Carnot est égal à 1 sur TH sur TB moins 1 ou encore TB sur TH moins TB. Pour les pompes thermiques, le coefficient de performance est donné par la lettre grecque bêta prime et est donné comme QH sur Wnet, valeur absolue, est égal à QH sur QH moins QB. Donc, pour un cycle de Carnot, donc un cycle de réfrigération de Carnot pompe thermique, bêta prime de Carnot est égal à 1 sur 1 moins Tb sur Th ou encore Th sur Th moins Tb. Prenons un exemple. Soit une thermopompe ayant un coefficient de performance du cinquième du maximum, ce qui veut dire du cinquième du coefficient de performance de Carnot, et elle doit maintenir une maison à la température de 20 degrés Celsius, sachant qu'elle perd 1000 watts de chaleur et que la température extérieure est de 0 degrés Celsius. Combien de puissance faut-il fournir à la pompe? Le système, c'est la thermopompe. Le réservoir thermique de basse température, c'est l'extérieur, alors que le réservoir thermique de haute température, c'est l'intérieur de la maison qui est à 20 degrés Celsius. Ça veut dire que Tb vaut 0 degrés Celsius, il faudra le mettre en Kelvin un peu plus tard, et Th est égal à 20 degrés Celsius. Q point, qui est égal à 1000 watts, c'est-à-dire les pertes de la maison, vont correspondre à ce que le système de pompe thermique, c'est-à-dire le système lui-même, va donner comme chaleur à la maison. On suppose qu'il y a un équilibre entre les deux pour que la température reste constante. Donc, le Q point de 1000 watts, c'est le Q point H. C'est le transfert de chaleur ou le taux de transfert de chaleur que le système donne au réservoir thermique de haute température. Donc évidemment, comme on a ici une thermopompe ou une pompe thermique, on va utiliser le bêta prime. Donc le bêta prime de Carnot, calculons-le d'abord, est égal à TH sur TH moins TB. Les températures doivent être en Kelvin, mais les différences, c'est pas grave s'ils sont en Celsius, parce que la différence, de toute façon, le 273 degrés qu'on va rajouter à l'autre vont se simplifier. Donc, on pourra calculer le coefficient de performance de Carnot comme étant 20 plus de 73 pour l'avoir en Kelvin, divisé par 20, qui est la différence entre les deux températures, ce qui donne 14,65. 14,65 représente en fait le rapport entre la chaleur qu'il devra fournir et le travail ou la puissance que le système devra lui aussi consommer. Et donc ça veut dire qu'on va consommer 14,60 fois moins d'énergie dans le compresseur que la chaleur qu'on va donner dans le réservoir thermique de haute température. Donc évidemment, notre système n'est pas un système de Carnot parce c'est un système réel. Donc on dit qu'il y a à peu près un cinquième du système de Carnot, d'un système de Carnot. Donc on va diviser le coefficient de performance de Carnot par 5, ce qui va donner 2,93. À ce moment-là, comme on sait que le bêta prime est égal à Q.H divisé par la valeur absolue de W.net, on peut donc calculer la puissance nette en valeur absolue qui va être égale à 341,3 watts. Donc ça veut dire que pour chauffer 1000 watts, on va consommer 341,3 watts d'électricité. Parlons maintenant de l'inégalité de Clausius. Clausius avait réalisé, Carnot l'avait déjà réalisé également, que le rendement thermique d'une machine thermique est nécessairement plus petite que celle de Carnot, ou égale si c'est un cycle de Carnot. Donc ça veut dire, avec l'égalité qu'on a vue entre les températures et les transferts de chaleur, que QB sur QH doit nécessairement être plus grand que TB sur TH. En réajustant cette équation-là, Clausius a obtenu ceci. C'est-à-dire qu'il obtient que QH sur TH plus moins QB sur TB est négatif.
Bon, il faut rappeler que moins QB, c'est le transfert de chaleur que fait le système quand elle rejette de la chaleur, parce qu'on sait que le transfert de chaleur est négatif pendant cette évolution. Et donc, il généralise que, dans le fond, que la somme pour chaque évolution, du transfert de chaleur divisé par la température est nécessairement négatif si c'est irréversible, ou égal à zéro si c'est réversible. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a généralisé cette équation par cette somme, par une intégrale, en disant que l'intégrale de tous les transferts de chaleur pendant tout le cycle, divisé par la température sur laquelle ces transferts de chaleur se font, doit nécessairement être plus petite ou égale à zéro. C'est ce qu'on appelle l'inégalité de Clausius. Et donc, évidemment, l'intégrale sera égale à zéro si l'évolution ou si le cycle plutôt, est réversible, alors qu'elle sera strictement plus petite que zéro si le cycle est irréversible. Donc prenons comme exemple deux cycles réversibles. Prenons deux états d'abord, l'état 1 et l'état 2, et prenons le premier cycle, donc ayant deux évolutions, A et C, qui sont tous les deux réversibles. Si ces deux évolutions sont réversibles, le cycle est réversible, on pourrait dire que la somme des intégrales de 1 à 2 par A plus l'intégrale de 2 à 1 par C doit être égale à 0, vu que le cycle est réversible. Prenons maintenant un deuxième cycle qui ne passera pas par A, mais par B, mais tout en revenant par C, sans aucun problème. Et donc on pourrait écrire l'équation suivante, que l'intégrale de 1 à 2 delta Q sur T par B, plus l'intégrale de 2 à 1 de delta Q sur T par C doit être égale à 0, toujours parce que les deux cycles sont réversibles. Et donc, si on prend ces deux équations ici, on peut simplifier les deuxièmes termes. Enfin, on peut égaler le premier terme. Donc, le premier terme de chacune de ces deux équations doit nécessairement être égal. Donc, on obtient ceci, que l'intégrale de 1 à 2 de delta Q sur T par A est égale à l'intégrale de delta Q sur T par B. Alors, ce qu'on constate, c'est que cette intégrale, enfin, ces intégrales-là, sont complètement indépendantes des évolutions. Parce que ici, on a deux évolutions complètement différentes et cette égalité est toujours la même. Et donc, ça veut dire que chacune de ces intégrales ici ne dépend pas de l'évolution et ne va dépendre à ce moment-là uniquement que des états de départ, de l'état de départ et de l'état d'arrivée. Dans ce cas, on pourra définir une nouvelle variable d'état. Donc ça, c'est ce que Clausius a défini. S2 moins S1 étant égal à l'intégrale de 1 à 2 delta Q sur T lors d'une évolution réversible. Et donc, Clausius a défini ce qu'on va appeler l'entropie comme étant représentée par la lettre S en mémoire de Sadi-Carnot. L'entropie est représentée par la lettre S et donc son unité est le kilojoule par Kelvin. C'est une variable extensive car en fait delta Q va être divisé par 2 si on divise par 2 le système, donc c'est une variable extensive. À ce moment-là, il faut définir une variable massique, donc l'entropie massique qui sera donnée en unité de kilojoule par Kelvin par kilo, et donc qui sera définie comme étant l'entropie générale divisée par la masse, donc petit s égale à grand S divisé par la masse. Là, sous la forme différentielle, pour une évolution réversible, on pourrait dire que ds est égal à delta Q sur T, et puis delta Q, donc le transfert de chaleur, sera égal à TdS, mais seulement pour des évolutions réversibles, ou encore M fois T fois petit ds. Et à ce moment-là, ce qu'on peut remarquer aussi ici, c'est que pour une évolution adiabatique et réversible, dans laquelle il n'y a pas de transfert de chaleur, et dans lequel ces deux équations que je viens d'écrire sont valides, on n'a que S2 égale à S1. On vient de définir alors une nouvelle évolution, une évolution adiabatique et réversible, qui correspond à une évolution dans laquelle l'entropie ne change pas, et on va appeler cette évolution une évolution isentropique.